Bonjour à tous. Merci de participer à cette sixième table ronde des rencontres nationales Ville-Équipe d'Europon, une table ronde consacrée au mode d'emploi de la fabrique urbaine. L'enjeu à travers cette table ronde peut questionner nos manières de faire la ville et d'interroger les rôles prédéfinis des différents acteurs de la fabrique urbaine, les évolutions du métier d'architecte urbaniste paysagiste au regard de nouvelles compétences, de designer, de maker ou encore de facilitateur, et puis la portée de projets programmatiques entièrement définis à l'avance. L'idée, c'est de se questionner autour au fond des méthodes et projets urbains qui sont essentiellement inspirés par des modèles déterminés, verticaux et descendants, où les acteurs publics associés aux acteurs privés jouent un rôle central. Des projets où les objectifs à atteindre sont clairs et les actions entreprises doivent déboucher sur des réalisations exemplaires et des grands modèles urbains qui seraient transférables un peu partout à travers le monde et indépendamment de la spécificité des territoires. Donc l'idée, à travers cette table ronde, c'est vraiment de s'interroger sur cette ville mode d'emploi, car à côté de ces projets urbains édifiés d'un bloc ou proposant une programmation générique, voire hors sol, bien émergent d'autres manières de faire la ville, avec des méthodes liées à un urbanisme tactique, frugal, participatif ou transitoire. L'enjeu est moins de planifier et de vérifier des hypothèses préétablies que d'accompagner des dynamiques ascendantes et des expérimentations dont on ne sait pas à l'avance si elles adviendront ou non. Avec des projets qui cherchent à initier un développement urbain davantage connecté aux usages, aux temporalités, aux ressources locales et aux besoins des habitants. Alors, pour débattre de cette table ronde autour de la ville mode d'emploi, on va s'intéresser au site de Port-Jérôme-sur-Seine, donc une commune située entre Rouen et Le Havre, qui s'interroge sur les évolutions possibles d'un modèle urbain et économique fondé sur la pétrochimie et le raffinage. Et on va également s'intéresser au site de Floirac, intégré à l'opération d'intérêt national de la rive droite de la métropole bordelaise, un site dont la vocation est de devenir un quartier productif dédié à la transition énergétique, aux énergies renouvelables et aux services innovants, et un site démonstrateur d'un urbanisme transitionnel. Alors, pour discuter de traiter de cette sixième table ronde, on a un certain nombre d'invités et d'intervenants. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence à cette table ronde. Donc, on a Moustapha Chouireb, qui est donc le représentant de la ville de Port-Jérôme. Et puis, on a les différents représentants des équipes Europan. Donc, le projet lauréat de Floirac, Soulab, avec Antoine Musat. Bonjour. Le projet mentionné de Floirac, matière augmentée, avec Axel Adam. Bonjour. Et puis, le projet mention spéciale de Port-Jérôme, la Tulle Hall, avec Julie Scott-Smith et Julien Hoblet. Bonjour à tous. Donc, concernant en fait ma première question, je me tourne directement vers Moustapha Chouireb. Et du coup, ma question consiste à savoir si, au fond, les rôles prédéfinis des différents acteurs de la fabrique urbaine, donc les acteurs privés d'un côté, les acteurs publics de l'autre, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, eh bien, est-ce que ces rôles peuvent évoluer sur des sites de très grande emprise industrielle privée, comme celui de Floirac ou de Port-Jérôme? Quels sont en fait les leviers d'action qu'on peut avoir pour penser l'évolution de ces rôles? La question est assez complexe dans la mesure où les relations avec le privé et le public ne sont pas toujours évidentes, notamment avec un groupe industriel très fort sur un territoire. Nous avons ExxonMobil, qui est, on va dire, le territoire qui a fait grandir la ville. Et ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas la ville qui a accueilli la pétrochimie ou qui l'a fait évoluer, c'est l'inverse. On a une entreprise qui est des années 30 et qui a fait de la ville ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire avec un périmètre de maisons qui ont un caractère très typique vers des constructions de plus en plus modernes et avec une densification humaine de plus en plus importante. Aujourd'hui, il y a une commune de plus de 10 000 habitants dans une agglomération de 77 000. Sur la question des relations avec les entreprises et l'évolution, on a aussi des contraintes étatiques qui sont les plans de risque technologique, le plan de prévention de risque technologique qui contraint parfois les relations entre et cet acteur privé et cet acteur économique très important sur la commune, puisque
il produit un bassin d'emploi de 7000 emplois. Donc, c'est pas rien. La force qu'il représente dans notre relation est très importante, à la fois économique et politique, puisque les habitants ont tous quasiment travaillé sur la plateforme. Donc, l'emprise d'un projet sur espace industriel, il n'est pas impossible. Hein. J'ai apprécié les projets qui ont été déposés avec des mises en valeur pour le TELUAL notamment, j'en profite puisque l'équipe est là, du Télué qui est en fait la rivière qui se jette dans la Seine et qui est mise en valeur dans ce projet-là. Donc l'idée de revégétaliser un petit peu une zone qui aujourd'hui est pas très dégradée, même si on a déjà commencé nous une phase de démolition d'habitats qui était quasi insalubre. On a cette envie effectivement de reconsidérer un petit peu le paysage urbain de notre entrée de ville qui faisait défaut dans le paysage de la ville. Et à ce titre, effectivement, certains projets sont allés plus loin que le périmètre qu'on avait proposé, puisque nous étions arrêtés bêtement, ou en tout cas scolairement, à cette zone de PPRT, et certains nous ont amenés à réfléchir à une emprise qui va au-delà du site de la ville et qui va sur l'emprise industrielle avec une véritable comment dire, projection vers un avenir aujourd'hui qui nous paraît, nous, quasiment impossible au regard des contraintes réglementaires. Donc, cette question, elle est possible. Elle se fera, à mon sens, que par la transition énergétique, c'est-à-dire que aujourd'hui, le tout pétrole est quelque chose qui commence à péricliter et qui aujourd'hui, met en avant des projets, notamment comme l'hydrogène. Et donc, on a une vraie réflexion sur ces nouvelles énergies et qui pourrait amener effectivement à refaire la relation avec Exxon pour repenser effectivement, d'une part, une transition énergétique, donc moins de pétrole et plus de production d'hydrogène, et à partir de là, peut-être reconsidérer le projet. Et dans certains projets, un campus hydrogène, et puis des propositions assez éco sur la figuration de ce que serait l'entrée de ville. Par contre, sur les leviers, je vous le dis, hein, c'est vraiment sur cet axe-là qu'on pourrait éventuellement contraindre l'industriel à céder un peu de son terrain pour qu'on puisse revégétaliser, renaturaliser le site, dépolluer les sols. Enfin bref, il y a des matières, il y a des manières de rester et de le faire en bonne intelligence et de manière très agréable sur le plan architectural. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Après, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas architecte et je ne suis pas urbaniste non plus. Moi, je suis directeur général des services, donc je porte une vision un peu profane sur cette question-là, mais voilà. Donc, après, je suis ouvert au débat, au sujet, aux discussions par rapport à cette problématique, à cette réflexion. Merci beaucoup, Moustapha, pour cette première réponse qui convient très bien. Juste peut-être, je vais me tourner vers les équipes, les différentes équipes d'Europan, pour justement voir comment est-ce que vous pouvez peut-être rebondir par rapport à cette première remarque de Moustapha, donc sur justement l'évolution, hein, ces rôles prédéfinis des différents acteurs de la fabrique urbaine, et puis peut-être aussi nous présenter plus en détail vos projets, et notamment cette notion de ville ressource réversible qui revient assez souvent. Voilà, vous entendre là-dessus. Alors, je me tourne d'abord vers du coup Antoine Musard, donc le représentant du projet Soulab, le projet lauréat de Floirac. Oui, bonjour. Alors moi, je voulais peut-être juste rebondir sur la première question avec deux points qui me semblent assez importants
je pense, sur les territoires de l'économie ou les grands territoires industriels, c'est que sur ces territoires, comme au final sur l'ensemble des territoires métropolitains, on a une recherche souvent de plus de proximité et aussi d'une meilleure performance environnementale. Et sur ces territoires économiques, on a une véritable compétition parfois entre ces différents territoires qui doivent se rendre attractifs pour se développer et se renouveler aussi parfois. Et on voit que finalement, cette échelle de proximité ou l'échelle locale peut être intéressante. Et on a un certain nombre de leviers d'action, notamment au travers des expériences d'urbanisme transitoire. On voit que la SNCF parfois met à disposition des grands fonciers pour tester de nouvelles formes d'activités qui peuvent être qui peuvent être complètement différentes de la vocation initiale des territoires, mais qui vont permettre de suggérer ou de diversifier un peu ces usages. Et puis voilà. Et le second levier, c'est la question de la performance environnementale. C'est que par rapport aux questions climatiques, les territoires, s'ils veulent se rendre attractifs, attirer des emplois, beaucoup de territoires de l'économie vont devoir aussi montrer qu'ils ont une action forte en faveur du développement durable. Et il y a peut-être là un levier d'action pour ces espaces. Si, alors, concernant votre projet, peut-être, la présentation plus en détail. Oui, alors concernant notre projet, donc nous présentons le projet Souilab sur le site de Floirac. Juste pour dire un mot de Floirac, c'est une commune qui est une commune de première couronne de la métropole bordelaise. C'est une commune qui historiquement était tournée vers la ville-centre de Bordeaux, et finalement, on observe un petit peu une forme de retournement de l'histoire où avec la métropolisation des territoires, et notamment la métropolisation du territoire bordelais, la ville-centre de Bordeaux se retourne vers ce territoire de première couronne de Floirac pour le redécouvrir d'une certaine manière. Donc ce territoire-là, c'est un territoire qui est historiquement, le territoire de Floirac, qui est un territoire ouvrier, agricole, et qui est traversé par de grandes infrastructures, des voies ferrées, des routes nationales, autoroutes, et qui est bordé par la Garonne. Donc le site Europan du projet de Floirac, c'est une sorte de gros carré que l'on voit sur l'image affichée, un grand carré de 1 km par 1 km, et qui est bordé par la Garonne au sud. Et la Garonne est complètement inaccessible et pratiquement invisible depuis la ville de Floirac. Au nord du site Europan, on a le centre-bourg de Floirac avec le grand coteau paysager qui est une vraie qualité environnementale pour la ville de Floirac. Donc nous, notre proposition pour le site de Floirac, la proposition de Souilab, c'est un peu de réfléchir à ce que pourrait être le démonstrateur d'une ville d'une ville du déjà là, en fait. Donc notre idée, c'est de réinterroger en fait l'ensemble du déjà là sur ce site. Et ce déjà là, c'est d'une part ces grandes infrastructures qui ont fortement marqué ce site, donc les voies ferrées, les routes, etc. C'est aussi de s'interroger sur l'occupation actuelle de ce territoire, avec un certain nombre d'acteurs économiques qui sont en place, et certaines entreprises qui sont aujourd'hui très performantes et qui souhaitent se maintenir, se développer, se renouveler sur ce territoire. Et puis le troisième aspect du déjà là, c'est un peu le facteur humain, avec de grands acteurs qui sont sur ce site, qui sont autour de ce site, des habitants, des employés. Donc voilà, on s'est un peu posé la question de comment valoriser ce déjà là, ces ressources du territoire sous toutes leurs formes. Et donc nous, notre proposition, c'est une sorte de grand cadre
et de grandes trames dans laquelle on pense pouvoir intégrer un maximum de ces ressources du territoire. Donc, je ne vais pas décrire l'ensemble du projet parce que ce serait trop long, mais simplement peut-être lister quelques-unes des grandes actions ou des principales actions que l'on propose. Là, je vais en préciser 4. Donc, la première grande action que l'on souhaitait proposer sur ce territoire, c'est l'idée de libérer complètement les quais. Donc, on a aujourd'hui les quais de Garonne qui sont circulés par une grande voie d'entrée de ville hyper routière avec une piste cyclable récemment aménagée. Et ce que l'on a proposé, c'est de libérer totalement ce quai de la circulation routière pour transformer et renouveler ce territoire et en un nouvel espace. Donc, c'est un nouvel espace qui va être proposé aux entreprises, aux habitants et à l'ensemble des personnes de la ville de Florac et de Bordeaux Métropole pour de nouveaux usages. Et ce dispositif, il est permis par la construction d'une nouvelle voie en retrait dans le territoire, donc à 100 mètres au cœur du territoire. On va proposer de retracer une nouvelle route sur les emprises économiques existantes. Et donc, ce dispositif va nous permettre de recréer une grande façade urbaine le long de la Garonne et à la fois de trouver des nouveaux usages sur les espaces libres et à la fois de nouvelles activités bâties qui vont venir s'implanter le long de la Garonne. Le long de la nouvelle voie construite en retrait, nous pourrons proposer différentes adresses et donc on va maintenir en fait le caractère productif du site et l'augmenter au travers de l'implantation de nouvelles activités qui seront adressées sur cette nouvelle entrée de ville. Voilà. Le deuxième point, c'est l'idée de développer un grand système productif, un écosystème productif. Donc, c'est de considérer à la fois les petits acteurs et les grands acteurs. Donc, on a à la fois un tissu de PMI, PME présents sur le site et on voudrait absolument pouvoir les maintenir, diversifier les typologies existantes. Et on a aussi des très grands fonciers. Une des questions posées par Europan était de remailler ces grands fonciers qui font parfois 2 ou 3 hectares. Et notre proposition a été de dire qu'il ne faut pas remailler ces grandes emprises a priori parce que du fait de leur dimension, ces grandes emprises vont permettre l'accueil d'un potentiel d'entreprises totalement de par leur masse critique, en fait, ces grands fonciers capables vont permettre l'accueil de grandes entreprises et notamment d'attirer des entreprises à vocation nationale ou internationale, qui est aussi un des enjeux sur ce site. Voilà. Ensuite, la troisième et dernière action dont je pourrais parler très rapidement, c'est l'idée de développer ce que l'on a appelé la conciergerie de la Jacotte, et qui est un site de coopérative d'entreprise qui va permettre de mettre en commun un certain nombre de ressources de ce territoire. Donc, c'est l'idée d'une conciergerie sur lesquelles on pourrait avoir des dispositifs pour gérer l'énergie, les déchets, les questions d'entretien, les questions de logistique, offrir un support administratif et juridique pour l'ensemble de ce site. Et puis ensuite aussi un certain nombre de services pour les salariés et les entreprises de ce site. Voilà. Je vais m'arrêter là. Du coup, je me tourne vers Axel Adon, peut-être pour vous faire réagir par rapport aux propos précédents, et puis notamment par rapport à Florac, pardon, savoir quelle a été votre porte d'entrée. Est-ce que aussi vous avez travaillé sur ce territoire du déjà là? Est-ce que c'était Alors, tout à fait, bonjour. Pour répondre à la question d'un projet démonstrateur de ville ressources réversibles et la fonction jouée par le pavillon des synergies du Rampa dans le projet, la ville ressources réversible, elle s'appuie sur l'optimisation des consommations et boucles locales, incluant l'énergie, l'eau et la matière. Celle-ci s'appuie aussi sur le développement des filières locales du réemploi et des matériaux biosourcés. Enfin, la ville ressources réversible s'appuie sur la production locale, comme l'agriculture urbaine. De manière générale, elle intègre l'anticipation des risques naturels, comme les crues, le vent ou même les séismes. La ville ressources réversible revient sur la nécessité
de concevoir des bâtiments en anticipant le réchauffement climatique. Elle s'intéresse alors à plusieurs paramètres comme les puits de carbone, l'albédo urbain et l'architecture bioclimatique. La ville réversible s'intéresse aussi à l'évolution des besoins en considérant la modularité et la réversibilité des bâtiments. De manière spécifique, la ville ressource réversible s'inscrit dans un cycle de production, consommation, recyclage de la ville, au travers duquel nous proposons une vision dynamique du site qui s'appuie sur la mobilisation des matières, ce qu'on a appelé les matières augmentées. Ces matières ressources mobilisées et mutualisées permettent de développer un site exemplaire, c'est-à-dire le quartier ressources pour le Bordeaux métropole de demain, marquant cette porte métropolitaine. Pour le pavillon des synergies et du réemploi, il joue plusieurs fonctions. Il est à la fois le lieu physique et l'opérateur du projet. D'un côté, son objectif est d'activer les synergies existantes et futures du site. Son principe fondateur est la mise en commun des ressources et la coproduction du projet grâce à la mutualisation des efforts vers un projet qui sera débattu et co-construit entre les acteurs du territoire, entreprises, habitants, associations, en lien avec les collectivités et des intervenants extérieurs comme la Chambre du commerce ou la région. Le pavillon des synergies et de réemploi permet d'amorcer la transition du territoire en y attirant les entreprises du secteur du réemploi et de l'éco-construction. Il encourage, par exemple, les contacts entre les producteurs de déchets intéressants et des potentiels usagers. C'est son architecture qui préfigure la stratégie politique du développement du quartier, c'est-à-dire la volonté philosophique de transformer les déchets en ressources. C'est une construction écologique exemplaire, valorisant les filières biosourcées et plus particulièrement, dans notre cas, localement, l'exploitation du bois de la forêt des Landes. Ce pavillon, il constitue un prototype de conception architecturale, un manifeste. Il est important de montrer physiquement et symboliquement l'utilisation de ces matériaux dans la production architecturale d'aujourd'hui. Chaque entreprise localisée au sein du périmètre du projet représente ainsi un gisement de ressources mutualisables. C'est les ressources disponibles des unes qui peuvent correspondre aux besoins des autres. La ville productive entend favoriser les synergies locales au sein de cet écosystème en proposant des solutions innovantes de gestion et de partage des ressources. À Floirac, le site est constitué d'un tissu d'entreprises très dense qui, considéré globalement, forme un écosystème productif à fort potentiel. C'est pourquoi le pavillon des synergies servira de point d'ancrage pour faciliter la mise en relation des entreprises et leur constitution en association dans le cadre de ces démarches opérationnelles d'économie circulaire territoriale. Le pavillon des synergies coordonne les besoins des différentes entreprises et permet d'orchestrer avec tous les acteurs locaux la transformation des bâtiments sur le site. Voilà. Ok, très bien, merci beaucoup. Donc, je passe la parole maintenant au représentant du projet mention spéciale de Port-Jérôme, donc la TELUAL, ça se dit comme ça ce projet? Ouais. Alors peut-être juste comment est-ce que vous positionnez par rapport à cette idée de ville réversible dont on a beaucoup parlé? Comment est-ce que à travers votre projet vous avez aussi évoqué cette notion-là? Et puis peut-être comment est-ce que vous concevez vous l'évolution du métier d'architecte urbaniste ou paysagiste au regard des différentes évolutions dont on a pu parler précédemment? Alors, d'abord, on va peut-être revenir tout de suite sur ce qu'avait dit Moussara Chouireb, sur ce caractère très complexe du débat entre les rôles des acteurs. Dans le cas de Port-Jérôme-sur-Seine, c'est vrai que c'est ce dialogue avec l'usine. En le concours européen, et c'est vrai que c'est une de ses forces, laisse la place à des solutions qui sont très pures, voire utopiques. Et l'étape suivante, c'est bien sûr d'en extraire l'essence et de trouver l'approche concrète avec les acteurs existants. Et c'est sûr que ces contraintes économiques et concrètes sont là, mais on doit toujours réfléchir à l'héritage de ces grandes emprises industrielles, ce qu'il en restera. Peut-être sur l'évolution de notre métier. C'est vrai que pour nous, l'évolution de notre rôle dans ce système, si on peut faire peut-être une petite parenthèse, ça a pris un petit tournant ces derniers mois, peut-être comme pour beaucoup de gens avec le confinement. On assiste aujourd'hui à une situation très particulière. On est quand même privé de tous ces espaces publics, ces espaces partagés, les balades dans les parcs, les rues, les places, parcourir une place publique, entrer dans un bâtiment comme une école, une bibliothèque. Et donc, c'est tout ce rapport qu'on a là à la ville et à l'espace public qui est complètement modifié. Et on se rend compte d'autant plus de son importance au quotidien. Et donc, peut-être ce qu'on vise,
dans l'évolution de notre pratique, c'est de retrouver l'essence de notre rôle, qui est l'importance de créer des espaces qui sont partagés, qui sont publics, qui sont qualitatifs et qui permettent de valoriser le lien social. Alors, ce sujet, pour revenir sur notre projet, ce sujet de l'espace public, vecteur de lien social, c'est quelque chose dans le projet qui a été fédérateur dès le début. On est ici à Port-Jérôme sur Seine, si on peut passer à la première image, une ville qui se trouve à la rencontre d'un territoire normand qui est très rural le long de la Seine et aussi un noyau industriel, comme on peut voir. Justement, à Port-Jérôme, c'est ce rapport avec l'usine qui prend le dessus. Et on a vraiment cette absence de lisibilité d'un cœur de ville. Ça a été un constat très important. Et on a vu avec nos analyses territoriales, économiques, morphologiques, que c'était un résultat direct du système de production qui est lié à l'usine. On revient sur ces notions précédentes de ville ressource, ville productive. En fait, dans sa nature, Port-Jérôme est une ville productive. Comme le disait Moustapha Chouireb, c'est un bassin industriel qui attire des milliers de salariés bien au-delà du territoire de l'agglomération. Mais on est dans un système qui est complètement linéaire, voire dialectique. Dans un sens, on a l'industrie qui bénéficie à la ville d'un point de vue économique. Dans l'autre sens, parallèlement, on a l'attractivité de la ville qui bénéficie à l'industrie pour attirer de nouveaux cerveaux. Si on peut passer à l'organigramme, notre projet, il s'attache à transformer ce système de production linéaire en une structure de production qui est circulaire, basée sur des cycles d'usage préexistants et établit la ville grâce à ses multiples acteurs. Du coup, la notion de productivité, qui était quand même le thème de cette session Europan, elle dépasse celle de la création économique pour pouvoir générer du lien social, de la durabilité et un rayonnement à grande échelle. Finalement, la façon dont ce système productif linéaire s'est traduit dans la ville de façon morphologique, c'est très intéressant. Parce qu'on a sur tout ce territoire la route RD 81, donc c'est un peu précis là, mais donc qui traverse Port-Jérôme avec, sur cette route, on a d'un côté la raffinerie et d'autre côté de la route, on a la ville, avec certes son urbanisme un peu décousu, mais ses coutures programmatiques qui sont très riches. Et donc, si on peut passer à la prochaine image, notre intervention, ça vise à faire disparaître la limite économique à travers les cycles de production, mais aussi faire disparaître la limite matérielle, en identifiant un territoire de projet qui est à la lisière de ces deux mondes. Et du coup, la limite, elle devient épaisse, elle est investie, elle est traversée et elle peut tendre à disparaître. Ok, merci. Dernière question du coup concernant peut-être un outil ou une notion qui vous semblerait en fait essentielle pour créer les conditions d'un projet urbain davantage ouvert à l'évolution des usages et des fonctions. Je sais pas qui est-ce qui veut prendre la parole, mais est-ce qu'il y a, je sais pas, des outils de gestion et d'animation temporaire des espaces vacants? Est-ce que c'est un outil qui vous semble déterminant à peut-être développer dans dans les années à venir? Est-ce que c'est travailler davantage à un urbanisme circulaire? Bref, est-ce qu'il y a une notion, un outil qui vous semblerait déterminant pour justement penser peut-être cette fabrique d'un urbanisme plus résilient? Alors, Qu'est-ce que ouais. peut-être allez-y. Alors nous, sur cette question-là, et notamment avec l'exemple de Port-Jérôme-sur-Seine, il nous semble que les nouveaux modèles pour produire la ville, ils peuvent clairement plus être une réponse simple à des questions fermées. C'est-à-dire, dans le schéma classique, on a un foncier, on décide d'un programme, on choisit un prestataire et on le construit. Justement, à Port-Jérôme-sur-Seine, avec l'expérience qu'on a eue de la ville, qu'on a parcourue, qu'on a étudiée, ce type de production, en fait, en essayant de comprendre l'urbanisme, on s'est rendu compte que ce type de production, la ville en était déjà pleine. Et donc, on a une médiathèque, une ludothèque, une salle de concert, un cinéma et une salle de réception, un gymnase, beaucoup d'équipements. Et donc, voilà le constat qu'on fait. Ouais, tu peux enchaîner. Oui, non, je continue juste. Voilà, on a fait le constat que les choses pour faire la ville étaient là, les briques sont là, la raffinerie, elle aussi, elle en fait partie. Mais il faut aussi les cimenter, les lier, les ancrer dans l'histoire de la ville et les habitants. Et donc, notre ciment, nos nouveaux outils, pour nous, dans ce cas-là, ça passait vraiment par l'identité et le lien social. Pour créer une identité, il faut aussi lui donner un lieu avec une existence matérielle et aussi immatérielle. Je continue pour l'instant. Dans notre projet là, on a voilà pour
ce sujet de l'identité comme outil, on a imaginé la Tellual. On s'est servi de la rivière du Tellué, qui est la rivière historique de Gravenchon, aujourd'hui Port-Jérôme. Et donc la Tellual, bien sûr, c'est un ensemble de bâtiments, c'est un ensemble d'espaces publics. Certains sont nouveaux, certains sont déjà là, mais c'est avant tout une identité. C'est un lieu d'échange qui devient réceptacle de l'investissement des habitants. C'est un support pédagogique, un outil de communication qui, du coup, ouvre la possibilité au développement futur, au-delà de la pétrochimie. Et finalement, on va parler de nouveaux outils, mais parmi ceux-là, on doit aussi, en tant que constructeur, garder en tête ce devoir qu'on a, voilà, pour la présentation de la préservation de l'environnement, ce qui est, dans le cas de Port-Jérôme, traduit peut-être par la dépollution graduelle des sols de l'usine. On fait face à une échelle temporelle qui est très, très longue, et d'où l'importance de cette identité forte, ces lieux qui peuvent évoluer, rester flexibles et perdurer dans le temps. Ok. Non, on comprend bien l'idée, du coup. Est-ce qu'il y a une autre remarque de la part d'un autre participant sur cette question de l'outil? Oui, pour répondre par exemple, pour créer les conditions d'un projet urbain ouvert à l'évolution des usages et des fonctions, on peut aussi considérer l'incertitude comme un nouvel enjeu de l'urbanisme. Par exemple, dans notre projet, ce qui devient important, c'est le potentiel de transformation que possède un bâtiment. C'est toute la question du réemploi finalement. C'est-à-dire que les enjeux tels que la ville réversible nous amènent à construire des bâtiments en considérant leur cycle de vie, c'est-à-dire admettre une vie future à des projets, c'est admettre aussi la fin de vie possible d'une construction, et ce qui amène, pour répondre à l'autre question, à repenser notre métier en imaginant des bâtiments qui puissent être démontables d'une certaine manière. C'est pourquoi, dans le projet de matière augmentée, on a essayé de travailler finalement à cet outil qui parvient à coproduire la ville à travers c'est-à-dire pour atteindre cette notion de système ouvert, on a créé un pôle de ressources qu'on a appelé Supermatière, qui est un outil urbain issu d'un écosystème d'entreprises spécialisé dans l'analyse des gisements et la distribution des matériaux de réemploi, qui sont associés ensemble au sein d'une même structure. C'est ce nouvel outil Supermatière qui finalement va générer rétroactivement des nouvelles pratiques, des nouvelles relations locales et des nouvelles compétences. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va peut-être en rester là sur justement peut-être cette idée que l'incertitude est justement le nouvel enjeu de la fabrique urbaine. Je pense que ça peut être une bonne conclusion. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour vos différentes interventions et puis peut-être à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.